بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رمضان مبارك كريم وكل عام وانتم طيبون إن شاء الله بالصحة والعافية. Alors, chers étudiantes, chers étudiants, je vais essayer de mettre à votre disposition des vidéos qui expliquent le cours qui est déjà mis à votre disposition sous forme de PDF. Et donc, ces vidéos vont être explicatives afin que vous compreniez un petit peu de quoi il s'agit au niveau du cours. Alors, le module que vous êtes en train d'apprendre cette année s'appelle modèle ou bien méthode économétrique. Et dans ces méthodes économétriques, on va essayer de voir le modèle linéaire simple et le modèle linéaire multiple. Alors, l'économétrie comme discipline est une notion qui est très répandue actuellement dans les universités françaises et européennes en général, et aussi dans des universités marocaines où vous avez même des masters intitulés économétrie ou bien économétrie appliquée. Alors, cette discipline est très importante parce que il est utilisé dans le quotidien. Donc il a essayé plus ou moins à travers la théorie qu'il importe de trouver beaucoup de solutions à beaucoup de problèmes qui étaient suspendus. Alors en particulier, il est utilisé dans la notion de finance, d'économie générale, en management, en gestion. Alors il y en a plein de disciplines en économétrie qui utilisent cette notion d'économétrie. Alors c'est pour cela que il est utilisé au quotidien. Alors vous allez voir tout à l'heure avec des exemples que les exemples introduits dans cette discipline reflètent un petit peu l'image et l'intérêt que porte cette discipline par rapport à la théorie économique. Alors il y en a plein aussi d'étudiants qui souhaitent suivre ou bien poursuivre leurs études en France. Alors il faut que vous sachiez que pratiquement à 90% des masters dans les universités françaises, automatiquement ils utilisent l'économétrie comme outil. Pourquoi? Parce que, comme j'ai expliqué tout à l'heure, elle est tellement importante et tellement indispensable pour pouvoir se tourner vers l'analyse des données économiques. Alors, sans tarder, je vais essayer de vous donner plus ou moins ici une introduction à l'économétrie, et cette introduction générale va porter sur l'explication de l'économétrie et les étapes à suivre pour réaliser une étude économétrique. Et on finira par donner un exemple concret qui est utilisé en économétrie. Et après, on abordera le modèle linéaire simple qui est le premier chapitre. Alors, si vous y allez à un dictionnaire, peu importe Larousse ou un autre dictionnaire, et vous pouvez même y aller sur Google par exemple, et vous écrivez le mot économétrie, vous allez avoir plein de définitions. Et j'espère que, en tant qu'étudiant, vous arrivez au moins à en apprendre une définition, ou bien s'en rappeler de cette définition, parce que c'est pas normal qu'un étudiant qui fait ce modèle méthode économétrique qui serait incapable de donner la définition de l'économétrie. C'est tout simple. Hein? Alors, moi je dirais que au niveau de Larousse, la définition est la suivante. Il vous dit que la définition de l'économétrie, c'est la méthode d'analyse des données économiques qui, par l'utilisation de la statistique, s'attache à établir des relations de caractère mathématique entre phénomènes étudiés. Alors d'abord, vous relevez dans cette définition beaucoup de choses, c'est-à-dire une méthode d'analyse des données économiques. Par l'utilisation de la statistique, ça veut dire il y a la statistique qui est présente, et tout ça
c'est d'expliquer un phénomène qui est relié d'une façon mathématique. Un phénomène avec un autre phénomène. Deux phénomènes, les phénomènes étudiés sont reliés d'une façon mathématique et la statistique va intervenir pour essayer d'analyser ou bien essayer d'estimer ce modèle mathématique et porter plus ou moins une explication à ce phénomène qui est étudié ou bien ces phénomènes qui sont étudiés, quelle est la relation qui doit exister entre ces deux phénomènes. Alors, une autre définition plus simpliste et plus banale, c'est de pouvoir décomposer ce mot économétrie. Alors, vous le décomposez en deux parties, économie et métrie. Alors, métrie en latin, ça veut dire mesure, la mesure. Et économie, ça veut dire que l'économétrie, c'est la mesure de l'économie. Alors, comme vous le savez, vous êtes des économistes, l'économie n'est pas une science exacte, c'est une science sociale. Alors, se poser cette question pour dire la mesure de l'économie, donc automatiquement si vous mesurez, ça veut dire que vous essayez de rendre des choses à l'intérieur de l'économie qui sont quantifiables, ça veut dire mesurables. Et vous le mesurez à travers quoi? À travers la statistique et les mathématiques via des modèles. Et ces modèles vont vous permettre de trouver les liens qui peuvent exister entre deux phénomènes qui sont mis à l'épreuve ou bien mis à l'étude. Alors, il y en a plein de définitions, comme je vous ai dit. Vous pouvez trouver plein au niveau sur Internet, mais j'espère que vous arrivez à en savoir une avec précision, celle qui est donnée par Larousse, ou bien la définition que je vais essayer de donner tout à l'heure. Alors, bien sûr, l'économétrie a un objectif bien précis et elle est utilisée dans plein de disciplines ou bien plein de domaines, comme je vous ai dit tout à l'heure, en économie générale, au niveau de la finance, au niveau de la gestion, au niveau du management, toutes ces disciplines qui en découlent de l'économie générale ou bien de la gestion utilisent l'économétrie comme une discipline ou bien comme un outil qui va essayer de les aider à expliquer les phénomènes étudiés. Alors, l'intérêt de cette discipline qui est l'économétrie a poussé beaucoup de professeurs statisticiens ou bien économistes à s'investir là-dessus. Il y en a des professeurs qui sont arrivés à avoir des prix Nobel en économie, mais la discipline d'application sur laquelle ils ont travaillé, c'est l'économétrie. Alors, je vais essayer de donner une définition ici. Cette définition, comme je vous ai dit, il y en a plein, et il se trouve dans l'ouvrage Methodology of Mathematical Economics of Econometrics, et qui dit que l'économétrie résulte d'une certaine vue sur le rôle de l'économie qui consiste à appliquer les mathématiques statistiques aux données économiques pour fournir une base empirique au modèle construit par l'économie mathématique et obtenir des résultats mesurés. Et vous allez voir aussi une autre définition qui est la méthode de la recherche économétrique vise essentiellement à lier la théorie économique et les mesures disponibles en utilisant la théorie et la technique de la déduction statistique comme passerelle. The probability approach in econometrics. Alors, vous voyez bien que selon ces deux définitions, vous avez un point commun qui les lie. Le point commun qui lie ces deux définitions, c'est que dans l'étude économétrique, vous avez trois choses. Vous avez l'économie, et vous avez la statistique, et vous avez les mathématiques. Alors l'économie, ça veut dire, vous allez avoir des postulats économiques qui sont induits, ou bien qui sont induits à partir de la théorie économique, et vous avez
les mathématiques qui vont essayer de donner une modélisation au phénomène que vous êtes en train d'étudier, et vous avez la statistique qui va essayer d'estimer ce modèle mathématique qu'on traduit par un modèle économétrique. Et c'est la statistique qui intervient pour essayer d'estimer les paramètres du modèle. Alors vous voyez bien ici que l'utilité de la statistique mathématique que vous avez utilisée en S3, échantillonnage et estimation, il va vous servir à comprendre beaucoup de choses ici en économétrie. Et vous avez bien compris maintenant que les choses que vous êtes en train d'apprendre en première année, deuxième année, ne sont pas des choses que vous appreniez pour rien, mais ils vont vous servir à quelque chose pour comprendre encore des choses qui sont plus approfondies. Alors comme je vous ai dit, il y en a plein de définitions, mais souvenez-vous de cette définition que je viens de vous dire, et vous pouvez la traduire comme vous voulez ou bien la formuler comme vous voulez. C'est que l'économétrie, c'est une discipline qui est à l'intersection de trois spécialités: l'économie, la statistique et les mathématiques. Alors, l'économie, il va vous donner le postulat économique ou bien la théorie économique. Les mathématiques vont essayer de donner une modélisation mathématique au phénomène étudié. Et la statistique va traduire le postulat ou bien le phénomène, la modélisation mathématique, à un modèle économétrique dont on va essayer d'estimer les paramètres. Alors bien sûr, la théorie économique, en général, ne fournit pas, c'est-à-dire une relation mathématique entre les phénomènes. Il vous donne un postulat mathématique. Par exemple, la théorie économique propose que toute chose égale par ailleurs, la baisse des prix d'un bien se traduit par la hausse de la quantité de ce bien. Ça, c'est quelque chose que vous avez fait en microéconomie, je crois, dans le cours sur la théorie du consommateur. D'accord ? La baisse des prix d'un bien se traduit par la hausse de la quantité de ce bien. Et je crois que vous avez même fait beaucoup d'exercices là-dessus, où vous essayez de trouver la fonction optimale de production. La fonction optimale de production par rapport à un prix donné. Mais ce postulat, il ne vous dit jamais, par exemple, vous avez la chose suivante, vous avez si la quantité d'un bien est notée grand Q, et vous avez le prix est noté petit p, vous avez si la quantité Q augmente, implique le prix, il va diminuer. Et si la quantité diminue, alors le prix, il va augmenter. Mais, si jamais je vous pose la question suivante, et je vous dis, si jamais la quantité augmente d'une valeur petit x, le prix, il va diminuer de combien? Alors, vous ne pouvez pas répondre à cette question si vous ne trouvez pas une fonction qui vous relie la quantité Q avec le prix P. Ça veut dire Q est égal à une fonction f qui dépend du prix. Pourquoi vous reliez ça par une fonction? Parce que si jamais vous les reliez, chaque fois que le prix il va bouger, il va essayer de faire bouger la quantité. D'accord? Et l'inverse aussi, c'est faisable. Vous avez le prix qui peut être relié avec la quantité. Mais puisque cette relation ne peut être plus ou moins modélisable que dans le cas où il y a cette notion de relation qui peut exister entre le phénomène étudié. Le phénomène étudié, c'est la quantité, et aussi l'autre phénomène qui est le prix. Donc vous essayez de relier ces deux phénomènes par des relations, par des conclusions, comme je viens de le dire. La quantité augmente implique le bien qui diminue. Alors bien sûr, la réponse va être formulée par l'économétrie.
Alors l'économétrie, comme je viens de dire, plus ou moins, elle donne une réponse à ces questions en essayant de donner un modèle et d'estimer les paramètres de ce modèle et de répondre à la question qui a été posée. Il va vous dire avec précision de combien le prix va baisser si jamais la quantité augmente d'une quantité petit x. Alors les étapes d'une étude économétrique qui sont de 8, que je vais essayer de vous expliquer ici. Alors vous avez la théorie économique, le modèle mathématique de la théorie, le modèle économétrique de la théorie, les données, l'estimation, les tests d'hypothèse et la prévision. Alors la théorie économique ici. La théorie économique, c'est le postulat économique. Comme tout à l'heure, on avait dit que la quantité augmente, implique le prix diminue. Ça, c'est un postulat économique. Alors maintenant, le modèle mathématique qui va en découler, ça veut dire qu'il va essayer de relier cette quantité avec le prix. Alors, le relier par une fonction, n'importe quelle fonction mathématique. Mais cette fonction mathématique, elle doit obéir à cette postulat économique qui dit que si jamais le prix augmente, la quantité diminue. Après, une fois que vous avez cette fonction mathématique, automatiquement il va être écrite cette fonction en fonction des paramètres et vous avez le modèle économétrique de la théorie. Il va essayer de traduire le modèle mathématique en un modèle économétrique et là c'est la statistique qui va intervenir pour essayer d'estimer bien sûr les paramètres de ce modèle. Alors on a besoin pour estimer ici des données. Donc c'est ce que vous avez fait en S3 dans le cours échantillonnage et estimation. Pour pouvoir estimer un modèle, vous avez besoin d'une suite de variables aléatoires qui est indépendante, ça veut dire un échantillon. Et l'échantillon, il va vous donner des réalisations, ça veut dire des mesures. Et les mesures sont les données. Et c'est grâce à ces données qu'on pourra réaliser les estimations. Souvenez-vous, lorsque vous aviez estimé la moyenne et la variance, vous avez estimé la moyenne ou bien l'espérance M par la moyenne X bar. Et donc X bar, c'est la valeur qui était issue de l'échantillon et qui est une valeur approchée de votre espérance petit m. Alors l'estimation du modèle économétrique, alors l'estimation, quand vous avez fait le cours de S3, donc vous avez utilisé la théorie de l'estimation qui est basée sur deux méthodes, la méthode des moments et la méthode de maximum de vraisemblance. Ici, vous allez voir qu'on utilisera une autre méthode d'estimation qui s'appelle la méthode des moindres carrés ordinaires pour les modèles linéaires, simples et multiples. Alors, après, une fois que vous avez réalisé les estimations, automatiquement, vous vous souvenez que lorsqu'on a fait le cours sur la théorie de l'estimation, il faut avoir des qualités de l'estimateur. Les qualités de l'estimateur sont ces bonnes qualités qui vont essayer de vous donner des estimations qui sont plus proches de la réalité. Si vous donnez des estimateurs qui ne sont pas de bonne qualité, vous risquez d'avoir des résultats qui sont loin de ce que vous êtes en train d'espérer. Alors vous réalisez les tests d'hypothèse tout d'abord sur les paramètres et en même temps en concordance avec la théorie économique, parce que il faut que les tests que vous réalisez sont en adéquation avec la théorie économique. Si ce n'est pas le cas, ça veut dire que le modèle mathématique que vous avez utilisé, il n'est pas explicatif du phénomène étudié. Alors après avoir réalisé les tests et validé le modèle, vous pouvez réaliser de la prévision ou de la prédiction. Et après, vous utilisez ça à des fins économiques, du contrôle économique ou de politique économique. Alors automatiquement, vous réalisez de la prévision parce que le but même de l'étude économétrique, c'est de faire de la prévision. Alors faire de la prévision quand il y a le modèle linéaire,
simples ou multiples. Alors comme vous savez, les prévisions, ils servent à quelque chose au niveau de la vie de tous les jours, au niveau de l'économie. Alors vous savez très bien que le gouvernement, par exemple, lorsqu'il veut réaliser la loi de finances de l'année prochaine, par exemple 2022, donc il va essayer de faire une prévision, il fait une projection par rapport au budget. Alors cette prévision, il va la faire en fonction des agrégats économiques, c'est-à-dire la situation économique, le chômage, le produit intérieur brut, les exportations, les importations, le commerce intérieur et extérieur, et ainsi de suite. Donc c'est grâce à ça et grâce aux études économétriques qu'on pourra réaliser une prévision du budget de l'année prochaine, par exemple. Donc voilà ces étapes qui sont là. Je vais essayer de vous les traduire par un exemple. Alors, je crois que les étudiants tous connaissent Keynes, parce que vous l'avez un petit peu appris au niveau du cours de l'histoire de la pensée économique. Alors, Keynes, pour mémoire, c'était un mathématicien avant qu'il soit économiste. Alors, c'était parmi les savants économistes qui ont introduit les mathématiques dans la science économique. Alors, il a écrit un livre en 1939, La théorie générale, et parmi les passages de ce livre, il y a une loi qui s'appelle la loi psychologique de Keynes. Alors, qu'est-ce qu'il dit, cette loi? Et il dit qu'en moyenne, et la plupart des temps, les hommes tendent à accroître leur consommation à mesure que leur revenu croît, mais non d'une quantité aussi grande que l'accroissement du revenu. Alors, comme vous le savez, le revenu avec la consommation, ils sont liés. Si vous avez un revenu qui est faible, vous avez essayé de faire une consommation qui est faible. Si vous avez un revenu qui est assez bon, vous allez faire une consommation assez bonne. Et si vous avez un revenu qui est énorme, qui est grand, donc vous essayez de réaliser une consommation qui est un petit peu excessive, bien sûr. Alors, si vous avez beaucoup d'argent, vous avez beaucoup de revenus, donc vous allez essayer d'avoir beaucoup de biens en parallèle et une consommation qui est en proportionnalité avec le bien. Mais, en général, vous remarquez bien que si vous avez un revenu R, grand R, et vous avez en contrepartie une consommation grand C, vous avez deux cas de figure. Soit le revenu, il peut être supérieur à la consommation, et dans le cas où vous allez vivre l'endettement. Si votre revenu est inférieur à la consommation, ça veut dire que vous essayez de consommer moins que ce que vous gagnez en revenu. Automatiquement, vous allez avoir l'épargne, vous allez épargner. S'il y a une personne qui gagne 5000 dirhams et consomme 4000, donc il va épargner 1000 dirhams. C'est l'épargne. Si jamais il y a une personne qui gagne 5000 dirhams et il consomme 6000 dirhams, donc il va être endetté de 1000 dirhams. Et ça existe au niveau de la réalité. Alors, 15, il dit qu'il fait deux hypothèses de base suivantes. Il dit que les dépenses par les ménages, la consommation de leurs revenus, ça veut dire qu'il y a une dépendance, une certaine dépendance. Ça. Alors cette dépendance, ça veut dire que la consommation et le revenu sont reliés. Reliés par quoi? Par une fonction, automatiquement. Si jamais ils sont dépendants, automatiquement ils sont liés. Et la deuxième relation entre ces deux variables est croissante. Ça veut dire que le postulat économique, il est traduit par le fait que la consommation est reliée avec le revenu avec une fonction, et vous avez la dérivée qui est là, est une fonction qui est positive, la dérivée positive. Alors la forme de la fonction n'est pas précisée avec 15, mais elle émet deux hypothèses concernant la proportion marginale à consommer. À savoir que
la propension marginale à consommer est comprise entre 0 et 1, c'est-à-dire que lorsque le revenu augmente de 100 unités, la consommation augmente mais moins de 100 unités. Cette hypothèse est traduite par 0 est inférieur à f' de R est inférieur à 1, parce que ici, le d rond C sur d rond R, c'est la propension marginale à consommer, et donc, ça traduit que vous avez une dérivée qui est positive, il est supérieur à 0, il est inférieur à 1, ça veut dire, en général, vous n'arrivez pas à excéder le 100% de ce que vous êtes en train de gagner au niveau de la consommation. Alors, la proportion marginale à consommer, c'est-à-dire PMC moyenne est égale à C sur R diminue lorsque le revenu croît, cette hypothèse signifie que la dérivée partielle par rapport à R de la proportion marginale ou bien la proportion marginale moyenne à consommer est inférieure strictement à 0. Alors dans l'étape 3, nous devons proposer un modèle économétrique. Il peut y avoir plusieurs fonctions qui satisfont la relation C est égal à F de R. Mais une doit choisir la meilleure, mais on doit choisir la meilleure fonction qui peut satisfaire les hypothèses formulées dans l'étape 2. Alors une fonction très simple peut être proposée et de la forme CT est égal à RT plus B. Alors comme je vous ai dit, vous pouvez par exemple proposer ici CT est égal à exponentielle de ART. La fonction exponentielle aussi c'est une fonction qui est croissante. Aussi vous pouvez avoir une fonction parabolique qui est dans un intervalle 0 plus l'infini qui peut être aussi croissante. Alors il y a plein de fonctions qui vérifient les hypothèses de 15, mais on a choisi celle-là qui est la plus simple. Alors, cette équation décrit la fonction de consommation keynésienne avec les variables suivantes, c'est la consommation, et RT le revenu. Alors A, la propension marginale à consommer qui selon 15 est compris entre 0 et 1, et B, un paramètre réel. Alors la propension marginale à consommer petit a, il est compris entre 0 et 1, et la propension moyenne à consommer, c'est une valeur qui est négative, et donc c'est une dérivée, B sur R, et si vous dérivez, vous trouvez moins B sur R carré, et puisque le R carré il est positif, donc le B doit être positif pour que ça soit négatif ici. Alors ces hypothèses sont soit réalistes, et dans ce cas le modèle proposé permettra de prévoir le comportement des consommateurs dans le futur, ou bien ce n'est pas le cas, il faut chercher un autre modèle. Alors, l'étape numéro 4 consiste à chercher les données, c'est-à-dire que vous choisissez dans une population un ensemble d'individus où vous leur demandez leur revenu et la consommation réalisée. Donc, vous réalisez bien sûr les données à partir d'un échantillon. Alors, l'échantillon, il est par définition une suite de variables aléatoires indépendantes. Et donc cette suite de variables aléatoires, il va vous donner un ensemble de revenus de R1 jusqu'à Rn, et aussi les consommations respectives de C1 jusqu'à Cn. Alors l'étape numéro 5 consiste à estimer les paramètres, ça veut dire trouver un estimateur de A et un estimateur de B, en utilisant les données de l'étape numéro 4. Alors l'étape numéro 6 consiste à réaliser les tests sur les paramètres A et B, en particulier les tests A égale à 0 et le test B supérieur strictement à 0. Pourquoi A égale à 0? Parce que si jamais vous avez ce paramètre qui est nul, ça veut dire que votre modèle qui est écrit ici, CT est égal à ART plus B. Si le A est égal à 0, ça veut dire que CT est égal à une constante, et ça veut dire ce n'est pas le modèle que vous êtes en train de chercher. Alors le B il est supérieur strictement à 0 parce que c'est l'hypothèse qui a été mise par 15. Alors on avait dit que la dérivée partielle de la proportion moyenne à consommer il est inférieure à 0, et cette relation ne sera réalisée que dans le cas où le B il est supérieur strictement à 0. Alors si ces deux tests ne sont pas validés, on peut refuter l'hypothèse de l'existence de la fonction comme nous l'avions proposé, c'est-à-dire CT est égal à RT plus B. Cette étape sert en général à valider notre modèle. Alors l'étape numéro 5 doit
couronner les étapes précédentes en utilisant le modèle validé, faire de la prévision. C'est d'ailleurs l'un des buts de l'économétrie, c'est de réaliser de la prévision. Ce n'est pas le plus important dans le modèle proposé. Alors l'étape numéro 8 est utilisée à des fins économiques et politiques pour résoudre des problèmes concrets où les politiques doivent y parvenir pour leur trouver des solutions. Alors c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Vous pouvez utiliser l'économétrie pour pouvoir prévoir la prévision du budget de l'année prochaine, par exemple. Donc, alors maintenant, on va essayer de parler du modèle linéaire simple. Alors, le modèle linéaire simple ou bien le modèle de régression simple, alors on suppose que l'on dispose de deux suites finies d'observations xi inférieur ou égal à i inférieur ou égal à n et yi inférieur ou égal à i inférieur ou égal à n. On cherche à expliquer les yi par les xi. Plus précisément, on souhaiterait établir une relation linéaire où les variations des xi provoquent les variations des yi. Mais d'autres facteurs ou des erreurs vont perturber cette relation qui ne sera qu'approchée. Alors, au lieu de se contenter de déterminer la droite d'ajustement linéaire, comme on l'avait fait en première année en statistique descriptive, on va modéliser l'erreur ou l'écart. On écrit alors yi est égal à xi plus b plus epsilon i, où epsilon i est une variable aléatoire dite erreur ou résidu. Alors, ce modèle linéaire simple, pour le mettre dans son contexte général, c'est que tout d'abord, vous avez les données, ça veut dire les deux variables y et xi. Y c'est une variable aléatoire et xi c'est une variable qui est mesurable. Et cette variable qui est mesurable, elle est quantitative. Elle est déterminée s'il est quantitative. D'accord? Et pareillement ici, la variable yi est une variable qui est quantitative. Donc une condition nécessaire pour pouvoir utiliser le modèle linéaire simple, c'est que, d'accord, les variables x et y sont des variables qui sont quantitatives. Alors je rappelle qu'une variable est quantitative si jamais elle est quantifiable et mesurable. Alors on introduit ici une variable aléatoire qui est l'erreur epsilon i, et vous allez voir que cette erreur epsilon i, elle est très importante, et c'est elle, plus ou moins, cette variable qui est la plus importante dans le modèle linéaire simple ou bien multiple. Et les hypothèses qui vont être mises par rapport à cette variable aléatoire, ce sont ces hypothèses-là qui peuvent conduire le modèle à être utilisé ou pas. Alors souvenez-vous, c'est une chose qui est très importante, c'est que lorsque vous voulez relier les variables yi par rapport à xi, vous avez ici le xi qui est une variable exogène, ça veut dire externe, d'accord, et yi c'est une variable qui est endogène. Alors xi c'est une variable explicative et yi c'est une variable à expliquer. Alors vous avez exogène explicative, endogène à expliquer. Alors ce sont des terminologies qui sont utilisées, ça dépend de l'utilité du modèle que vous êtes en train d'étudier. Alors il y en a ceux qui utilisent la terminologie d'endogène exogène, il y en a ceux qui utilisent explicative à expliquer. Alors dans tous les cas, ça revient à la même chose, et les deux terminologies sont utilisées par rapport au modèle linéaire simple ou bien multiple. Et vous avez le A et B qui sont deux paramètres et qu'on va essayer d'estimer, A et B. Alors les epsilon i sont une suite de variables aléatoires, donc qu'on va essayer de donner tout à l'heure les hypothèses qui vont avec et qui vont nous permettre de trouver cette notion d'estimation. Alors en général, ça c'est le modèle, et vous avez le yi observé pour l'observation numérique des yi.
Alors généralement l'indice et le temps en économétrie, c'est pour cela que on adoptera en définitive la notation suivante, et qui est YT est égal à XT plus B plus epsilon T. Alors on cherche à établir une relation entre consommation et revenu. XT est égal à RT, revenu de la période T, et vous avez par exemple YT est égal à CT consommation. Alors vous avez un exemple où vous avez le CT qui est égal à YT et le XT qui est égal à RT. Alors pour un revenu 85, la consommation est de 82, 92, 88, 99, 93, 108, 102, et vous avez 116 qui est égal à 110. Alors je définis un petit peu ici le modèle. YT est égal à XT plus B plus epsilon T. Alors XT est la variable explicative ou exogène, ce que j'étais en train de vous dire tout à l'heure. YT est la variable expliquée ou endogène, c'est une variable aléatoire. Et epsilon T, c'est la perturbation ou bien l'erreur. Alors attribuée à l'ensemble des facteurs non pris en compte. Alors la variable Y, il est devenue aléatoire grâce c'est-à-dire à la variable aléatoire epsilon qui a été introduite. Alors le epsilon ici, ils disent que c'est l'erreur attribuée à l'ensemble des facteurs non pris en compte. Alors l'erreur de mesure, ils sont d'ordre humain ou bien d'ordre dû au facteur de la mesure que vous êtes en train d'effectuer. Alors, quand vous dites que le epsilon T c'est l'erreur et qui est attribuée à l'ensemble des facteurs non pris en compte, ça veut dire que toute erreur que vous pouvez imaginer au niveau de la mesure qui a été réalisée, si jamais vous vous posez une question sur le type d'erreur, il peut rentrer à l'intérieur de epsilon. Et donc, c'est pour cela que je dis toujours que les mathématiques ou bien la statistique en général, lorsqu'ils écrivent un modèle, les statisticiens ou bien les mathématiciens, ils essayent de le ficeler. Ça veut dire que prendre en considération toutes les questions qui peuvent être posées par rapport à ce modèle. Alors si jamais vous n'essayez pas de ficeler le modèle pour l'écrire correctement, vous risquez de tomber sur des contradictions par rapport aux questions qui peuvent être posées par quelqu'un qui veut réaliser le modèle. Par exemple, il vous dit, est-ce que vous avez fait attention, par exemple, à la mesure que vous avez effectuée? Est-ce que vous avez pris de telles précautions, etc., etc. Toutes ces questions posées rentrent dans cette erreur qui prendra en considération ces questions posées par les individus ou bien les erreurs commises lors de la mesure effectuée. Alors vous avez A et B sont des paramètres ou des coefficients sont à estimer, c'est ces paramètres qu'on va essayer d'estimer. Tout le modèle il est basé sur l'estimation de A et B. Alors vous avez les observables, YT il est observable mais il est aléatoire, et observable il est non aléatoire, ou bien on dit déterministe. Non aléatoire ça veut dire déterministe, ça veut dire mesurable. Aléatoire, quand vous entendez le mot aléatoire, il y a le mot stochastique qui va avec. Alors, non observable, c'est les epsilon, et sont des variables aléatoires non observables. Et vous avez non observable, mais non aléatoire aussi, c'est les paramètres A et B. Sont des paramètres qu'on va essayer d'estimer. Alors, le but de l'étude du modèle linéaire simple est d'obtenir des informations sur la relation entre YT et les XT. Alors donc sur A et B, c'est-à-dire estimation, test sur A et B. Alors l'utilisation ici du modèle linéaire simple n'est pas due à un hasard, bien au contraire, c'est quelque chose qui est imposé. En effet, la modélisation mathématique la plus simple, y est égal à f de x, est une fonction affine. Toute autre forme, et il en existe, quadratique, exponentielle, logarithme, seront très difficiles à modéliser, sauf dans le cas où vous réalisez des changements de variables. Ça veut dire que vous ramenez un modèle logarithmique ou exponentiel à un modèle qui est linéaire.
Pourquoi le modèle linéaire? Parce que une droite y est égale à x plus b, on sait calculer le a et on sait calculer b. Ça, vous savez le faire par des interpolations linéaires et le calcul de la dérivée depuis bien longtemps. Alors maintenant, l'étape de l'estimation de a et b par la méthode des moindres carrés ordinaire. Alors on va essayer d'estimer a et b qui jouent le rôle de θ dans la théorie de l'estimation. Vous vous rappelez, lorsque on a fait la théorie de l'estimation, on a pris un échantillon de variables aléatoires x1 jusqu'à xn qui suivent une loi de probabilité p de θ. Alors θ, c'était un paramètre inconnu. Alors ce paramètre inconnu, on va essayer de l'estimer. Dans le cours de l'échantillonnage et estimation, on a estimé θ par la méthode des moments, ou bien la méthode de maximum de vraisemblance. Alors ici, on va utiliser une méthode qui s'appelle la méthode des moindres carrés ordinaires, MCO, méthode des moindres carrés ordinaires. Alors on cherche A et B, les estimateurs de A et B qui minimisent la somme des carrés des résidus. Alors plus ou moins tout le but, c'est d'arriver à minimiser ce carré qui joue le rôle de la différence entre yt moins xt moins b. Ça veut dire que c'est la valeur réelle ici, yt, qui était observée, moins la droite axt moins b. Alors on essaie de rendre minimum cette erreur epsilon, parce que si jamais cette erreur tend vers 0, elle est minimale en général, ça veut dire que vous avez les points qui sont, ou bien les observations de yi, de yt, sont bien modélisées par la droite axt moins b, axt plus b plutôt. Alors les estimations de a et b par la méthode de moindre carré ordinaire, c'est a estimé et b estimé. Alors c'est sigma xt moins x bar yt moins y bar, c'est la covariance. Et sigma xt moins x bar, c'est la variance de x. Si vous divisez ici par n, les deux, du numérateur et du dénominateur, le premier, il va vous donner la valeur de covariance de xy, et celui du dénominateur, c'est la variance de x. Alors on l'écrit comme ça parce qu'on a simplifié par le n. Alors b estimé est égal à y bar moins a estimé x bar. Alors tout ça, vous l'avez fait en première année en statistique descriptive, hein, lorsque vous avez fait ce qu'on appelle l'ajustement linéaire. Donc on a estimé a et b par la méthode des moindres carrés, et on a trouvé le a estimé et le b estimé. Alors ici vous avez la preuve, hein. Alors les étudiants qui sont intéressés par l'économétrie peuvent s'entraîner à chercher le minimum de la fonction. Alors bien sûr, si vous voulez minimiser la fonction ici q de AB, on minimise la fonction pour trouver le A et B. Alors cette minimisation, vous avez une fonction de deux variables, A et B sont deux variables. Si vous voulez chercher le minimum, il faut trouver les équations normales, ça veut dire les points critiques, et après, selon les conditions de la matrice hessienne, vous pouvez dire est-ce qu'il s'agit d'un minimum ou d'un maximum. Je crois que ça, c'est le cours de mathématiques en première année pour les fonctions de deux variables. Donc pour trouver le minimum, bien les extrémums d'une fonction, vous cherchez d'abord les équations normales pour trouver les points critiques, et pour chaque point critique, vous essayez de connaître sa nature par le théorème de la matrice hessienne. S'il est supérieur à 0, s'il est égal à 0, ou bien s'il est inférieur strictement à 0. Pour chaque cas, vous avez un min, un max, ou bien un point colle. Alors, si vous dérivez par rapport à A, vous allez trouver que c'est 2 fois yt moins xt moins b moins xt. La dérivée de ça, c'est moins xt, parce que vous êtes en train de dériver par A, par rapport à A. Et donc, la dérivée d'un carré, c'est 2 fois yt moins xt moins b, et vous multipliez par la dérivée de A ici, qui est égale à moins x. Par rapport à b, c'est moins 2, bien moins à l'extérieur, 2 yt moins xt moins b, par rapport à A. Donc ça vous donne
d rond sur d rond A, il vous donne moins sigma yt moins xt moins b. Alors bien sûr ici c'est la dérivée par rapport à b. J'ai oublié de l'écrire, mais je crois que je l'ai écrit ici dans la deuxième équation. Alors l'équation 1, elle est égale à 0 parce que pour chercher les points critiques, il faut annuler les équations normales, 1 et 2. Ça est égal à 0, ça est égal à 0. Alors dans le deuxième, à partir de la deuxième équation, vous avez ça est égal à 0, ça veut dire que sigma est égal à 0. Et donc vous avez sigma de yt moins a sigma de xt moins nb égale à 0. Et donc sigma de yt, si vous divisez par n, ça fait y bar. Pareillement ici, et vous allez avoir que b estimé est égal à 1 sur n, ya moins, donc c'est y bar moins x bar. Donc avec x bar est égal à ça, et y bar, x bar et ça c'est y bar et ça c'est x bar. À partir de la valeur de b estimée, vous l'injectez dans la première équation et vous allez trouver que on démontre facilement que le a estimé est égal à sigma xt x bar moins xt moins x bar et sur sigma de xt au carré, le xt moins x bar le tout au carré. Alors vous allez on démontre plus facilement, vous pouvez vous amuser à le faire, et si vous avez un problème, vous pouvez me poser la question là-dessus. C'est que ici, sigma de xt yt moins y bar, c'est xt moins x bar yt moins y bar. Alors je vous invite à faire ce calcul de droite ici, vous essayez de le faire, vous développez, vous allez tomber sur ça. Et pareillement, sigma xt moins x bar, ça vous donne sigma de xt moins x bar le tout au carré. Et donc, vous avez le a estimé, vous avez le b estimé. Et si vous cherchez la matrice hessienne n, vous pouvez revenir le cours de première année pour se rappeler de la hessienne. Donc la hessienne q, c'est d rond carré de q sur d rond a au carré, d rond carré de q sur d rond b carré sur la première diagonale, et vous avez sur les bornes, ça veut dire d rond carré de a, d rond carré de q sur d rond a c'est d rond b, et de ce côté d rond carré de q, d rond b, d rond a, c'est-à-dire les produits, les dérivés partiels par rapport à a et par rapport à b. Donc ça vous donne les résultats que vous avez ici. Alors vous avez repris, bien on va reprendre avec l'exemple de consommation revenu que je vous ai donné tout à l'heure, et vous essayez de faire le calcul de A et B. Ça c'est quelque chose de banal, et vous trouvez après le yt est égal à 0,9 xt plus 5. Alors vous voyez bien ici que vous avez votre A, il est compris entre 0 et 1, et vous avez un B qui est positif. Donc ce que vous avez écrit et les hypothèses que vous avez émises au début, ils sont valides. Voilà, chers étudiants, donc je vais arrêter ici pour cette vidéo, et je vous mettrai à votre disposition aussi d'autres vidéos la semaine prochaine. Voilà, bon courage et merci.